Vous, le président de l'atelier Mobilité Propre, vous avez eu cet honneur évidemment. Je viens d'entendre ce que nous dit Nicolas Hulot. J'ai eu les rappels très souvent de Madame la ministre Elisabeth Borne sur ce sujet. C'est un sujet important, vous avez débattu. Quels sont les leviers avec lesquels on peut et l'on doit agir? Alors, premier élément, juste avant de répondre, oui. J'aimerais même réaffirmer l'esprit dans lequel cet atelier s'est fait. Pour nous, il était absolument clair que nous inscrivions le transport, premier émetteur de gaz à effet de serre, dans l'objectif une France zéro émission nette en 2050. Oui. Donc il ne peut pas y avoir de secteur de transport qui réponde à cet objectif et qui ne soit pas lui-même zéro émission nette. Je crois que c'est important de le préciser. Deuxième élément, on a bien parlé de mobilité propre avec un S. Oui. Et ça, c'est important, très important. On verra qu'il n'y a pas de dogmatisme dans notre pensée. Je crois que c'est très important également de mentionner le fait qu'hier, il y a eu 12 grands domaines qui ont été retenus par notre ministre, comme étant les coalitions auxquelles notre président nous invitait évidemment les uns et les autres à participer et invitait surtout les présidents d'autres pays à s'associer. Et l'une d'entre elles, en haut à gauche, était le transport zéro pollution. Ça m'a fait excessivement plaisir. Donc nous sommes typiquement dans le cadre de ce que nous avons débattu dans le cadre des assises de la mobilité. Alors, pour répondre à votre question plus directement, ce qui nous a paru très important, c'est de dire le cap est fixé, une mobilité zéro émission nette en 2050. Du point de vue de l'aspect propre également, nous avons vraiment voulu y attacher l'aspect des pollutions toxiques. D'accord. Donc nous sommes dit, tendons vers cela, mais notre premier objectif, c'est de nous mettre assez rapidement en dessous des normes de l'OMS. Oui. Nous n'y sommes pas. Et donc ça, c'est vraiment un objectif quantitatif tout à fait fondamental. Deuxième élément, c'est de se dire donc, d'ici 2050, il ne peut pas y avoir de démarche réussie qui ne soit pas une démarche phasée et une démarche en synergie, et qui prenne en plus l'intégralité du territoire. Je crois que ça, c'est très important pour que cette mutation, nous sachions la faire dans des conditions socialement intéressantes, économiquement favorables bien sûr, mais surtout économiquement intéressantes. Or, il n'y aura pas de transition réussie si nous n'attachons pas à cette mutation quelque chose de massif. Voilà. Je crois que ça, c'est très important parce qu'on a eu pendant de nombreuses années des expérimentations à gauche à droite, souvent réussies, mais sans grand lendemain, en définitive. Bien Donc sûr. là, ce qui a été l'objet de notre travail, c'est cette mission. Alors, d'ici là, comment y arriver? Comment y arriver? En attaquant tous les moyens que nous avons à disposition. C'est d'une part en ayant une réflexion vraiment multimodale et en essayant de corriger un certain nombre de déséquilibres que nous avons dès le départ. C'est vrai qu'en France, je crois qu'on en parlera, la part modale du vélo est très faible. Bien. Donc là, il y a quelques rattrapages à opérer. Même chose sur la marche. L'utilisation de nos parcs n'est pas optimale. Il est évident qu'un cadre juridique légèrement mieux adapté au covoiturage, à l'autopartage, permet effectivement d'amener très rapidement un certain nombre d'évolutions très sensibles auxquelles nos concitoyens trouveront effectivement une grande valeur. Ce qui nous apparaît aussi très important dans cette démarche, c'est de se dire, entre maintenant et 2050, il y a deux cibles principales. Les grandes villes, ou les villes de taille moyenne, les villes d'une façon générale, et puis le monde rural. Et les solutions ne sont pas si différentes que cela, même si les grandes villes sont davantage équipées en moyens importants, souvent sur rail, etc. Il y a moyen d'y arriver, très bien, en préservant un certain nombre d'équilibres fondamentaux. Pour ça, il nous apparaît qu'un des principaux objectifs est vraiment de miser, en revanche, dès le départ sur les villes, où l'on peut assez rapidement faire de très grands progrès. Et on a bien vu dans les déclarations faites par Mme Hidalgo et au mois d'octobre sur Paris pouvant devenir en 2030 une ville avec finalement quasiment pas d'émissions de polluantes venant des carburants fossiles. On voit bien que ce genre d'objectif est tout à fait réaliste. D'autres pays s'y attachent. Une ville comme Copenhague s'est donné un objectif d'ici 2025. Donc nous sommes dans une dynamique qu'il est possible d'obtenir. Et puis, M. le ministre avait également mentionné 2040, une échéance sur la fin de la vente des véhicules émettant des gaz à effet de serre. Je crois que c'est un objectif de direction qui est extrêmement intéressant, un jalon extrêmement intéressant. Dans le cas de notre atelier, on a été dans la compréhension suivante de ce stop mis sur les ventes en disant ne soyons pas dans une démarche systématique ou trop dogmatique en termes de technologie, puisqu'effectivement on se sent invité à beaucoup développer, nous allons y revenir, la partie électrique, oui. Mais laissons également la possibilité sur un certain nombre d'autres options, à la condition que, et je dis bien à la condition que, il y ait in fine un mandat zéro émission nette et zéro pollution. Vous l'avez vu, et ça c'est fondamental.
je me permets, vous savez quoi, je donne le making-of à tout le monde. J'ai un compteur sous les yeux pour inciter tous les intervenants à tenir dans le décompte. Très bien. On a 30 secondes ensemble. Parfait. Juste, on parle notamment de la marche, on parle du piéton évidemment qui est au cœur. On parle aussi de cette glisse urbaine, les skates, les rollers, les roues. Oui, oui. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir avoir un code de conduite en fait de la rue? Bien évidemment, mais je crois que l'élément central, c'est quand même la centralité du piéton. Oui. Parce que la marche est fondamentale, toute génération, toutes applications, la marche est le lien qui nous amène à passer d'un mode de transport à un autre. Donc la sécurité du piéton est absolument fondamentale. Et on parlait de technologie. C'est vrai qu'il y aura nécessairement une mutation je dirais vers l'électromobilité très forte. Bien sûr. Mais les comportements vont être essentiels et je pense que ça part de là. Merci beaucoup. Merci. On applaudit Patrick Oliva. Merci d'avoir rapporté ces éléments. Je prends votre micro et à votre place, on accueille, s'il vous plaît, Monsieur Jarnet qui vient me rejoindre. Jean-Baptiste Jarnet, vous l'applaudissez également. Bonjour, merci d'être avec nous. Jean-Baptiste Jarnet, vous êtes adjoint au maire de Strasbourg. Avec vous, je voulais qu'on fasse un focus quelques instants. Vous êtes classé, vous, au 4e rang des villes européennes les plus investies dans le vélo. Vous avez présidé le groupe de travail mobilité active des ateliers de l'innovation. Comment est-ce qu'on peut encourager les nouvelles mobilités, justement ? Alors avant ça, je voudrais déjà dire qu'on part sur de bonnes bases avec ces assises de la mobilité, avec les thèmes qui ont été mis en avant et qui mettent les mobilités actives au cœur des assises de la mobilité. C'est pas tous les jours non plus qu'on a une ministre, Madame la ministre, qui vient à Strasbourg, mais même à Strasbourg, on n'a pas ça tous les jours, qui vient et qui fait du vélo dans notre ville, qui parle de vélo pendant 1 heure avec les différents acteurs. Donc c'est plutôt un signe d'optimisme déjà pour les propositions que vous allez recevoir et qui sont des propositions très concrètes et qui mettent d'accord tous les acteurs des mobilités actives qui ont ces propositions depuis longtemps pour les développer. La première, c'est la question du code de la rue, c'est-à-dire de passer d'un code de la route à un code de la route et de la rue à horizon 2020, parce que le code de la route a été pensé pour les voitures en priorité et il faut le penser maintenant pour les piétons. On parlait de remettre les piétons au centre du jeu. On est tous piétons à un moment de la journée et dans tous les moments de la vie. Et donc par exemple, on n'a pas de définition du trottoir en France pour les piétons. C'est une anomalie française. Au-delà de ça, c'est aussi sécuriser davantage les passages piétons en empêchant qu'il y ait des voitures stationnées 5 mètres en amont. C'est mieux intégrer aussi les vélos sur la voirie et sur la chaussée pour qu'ils prennent moins de place aussi sur les trottoirs ou sur des espaces mixtes où ils gênent justement les piétons. Donc c'est toutes ces idées-là. Et c'est aussi mettre en place des amendes minorées ou des amendes adaptées. Là aussi, les amendes qui ont été pensées pour les voitures, il faut qu'elles soient aussi pensées pour les vélos et qu'elles soient peut-être un peu moins chères pour les vélos parce que le risque n'est pas le même. À côté de ça, il y a aussi un enjeu d'éducation. On sait que les habitudes, elles se prennent très tôt. C'est une question d'ancrage aussi et d'habitude, les mobilités. Et donc de dire à l'école, on doit avoir un continuum de la mobilité citoyenne plutôt que de la sécurité routière aujourd'hui, pour ajouter à la question de la sécurité routière la question de se sentir bien quand on se déplace à pied, à vélo, d'être à l'aise, de savoir se déplacer à vélo, pour prendre ces habitudes-là quand on est jeune dès l'école primaire. Et on sait aussi par exemple que sur la politique du tri des déchets en France, le fait d'avoir les enfants qui soient prescripteurs des parents, ça a aussi joué pour les changements de tous les comportements. Et ça aide bien sûr. Donc on sait qu'en touchant les enfants, on touchera aussi les générations plus âgées, donc c'est important. Un autre aspect, et ça a fait l'actualité, mais c'est une question importante, mais qui n'est pas la seule sur la question du développement du vélo, mais c'est quand même la prime d'aide à l'achat des vélos assistance électrique qui a fait débat. Je ne vais pas ici rentrer dans les détails, mais pour dire simplement sur le principe que si on veut avancer sur les mobilités actives et sur le vélo, il faut qu'on arrête de devoir se justifier sur le vélo. Je pense à la prime d'achat pour les vélos assistance électrique, je pense aussi à l'indemnité kilométrique vélo. Pourquoi ça existe pour les voitures électriques? Pourquoi est-ce qu'il y a une indemnité kilométrique pour les voitures et qu'on ne la discute pas? Et pourquoi est-ce que pour le vélo, ça coince et on doit à chaque fois justifier? C'est pas grave que la prime pour le VAE, elle serve beaucoup aux retraités. C'est pas grave que des retraités fassent du vélo, au contraire, puisque c'est aussi des personnes qui sont plus exposées aux risques de santé et qui, avec le VAE, eh bien, vont pouvoir réduire aussi leur risque de santé dans le temps. Donc, vraiment un message d'égalité, presque d'équité fiscale sur ces questions-là, du VAE à l'indemnité kilométrique, en intégrant aussi dans l'aide à l'achat des vélos à essence électrique, les vélos cargo, parce que ça va aussi changer nos villes sur la mobilité et les transports au quotidien. Beaucoup, parce que vous me tendez une perche, parce qu'on a à côté de nous, et on va l'inviter, Olivier Schneider, de la Fédération des usagers de la bicyclette, je crois. Merci à vous, Jean-Baptiste, qu'on peut applaudir bien sûr, spontanément. Olivier, bonjour. Bonjour. Je ne me trompe pas, vous êtes président de la Fédération des usagers de la bicyclette. J'ai un chiffre, 23% des Français ont eu recours au vélo pour se déplacer au cours des 12 derniers mois. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on peut parler d'une France qui se met à la culture vélo ?
Mais je ne sais pas s'il y a déjà une culture vélo en France, mais en tout cas, c'est un impératif de la développer. Oui. C'est un impératif de santé publique, parce que la sédentarité est le mal du 21e siècle, qui va arriver plus vite sur nous que le climat ou que la pollution. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'une heure de marche ou une heure de vélo par jour, ça permet de contrer les méfaits de la sédentarité. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que les Français ont envie de faire du vélo? Est-ce qu'ils le peuvent? Alors j'allais vous le dire. Eh bien, 57% des déplacements en France font moins de 5 km, donc peuvent se faire en un quart d'heure ou 20 minutes à vélo, donc c'est tout à fait possible. Et nous avons lancé une enquête un peu pour objectiver les freins à cette pratique, et on a eu 113 000 réponses, alors qu'il y avait 35 questions, donc une contribution très massive, une des plus massives aux assises de la mobilité. Et ça montre que les Françaises et les Français sont prêtes et prêts à pédaler, mais à condition qu'on crée les conditions. Et créer les conditions, ça ne passe pas juste par une ou deux mesures emblématiques, ça passe par la mise en place d'un véritable système vélo, comme on a un système ferroviaire, un système automobile, etc. Et donc, regardons un peu le détail des déplacements. Oui, parce que j'ai dit 57% de moins de 5 km et uniquement 3% qui se passent à vélo. Alors pourquoi autant d'appétence et aussi peu de pratique? Ce que nous disent les Françaises et les Français, c'est que ils ont besoin d'aménagements séparés, 80% le demandent. Ils disent aussi à 90% qu'ils ne considèrent pas qu'il y a suffisamment de sécurité pour faire pratiquer les enfants et les personnes âgées, alors que ce sont les deux catégories les plus touchées par la sédentarité. Ils disent, donc pour ça on demande le lancement d'un appel à projet pour aider les collectivités à faire des aménagements cyclables. Il y a tout ce qu'ils disent, mais moi ce qui m'intéresse, c'est vous, quelles sont les propositions concrètes que vous faites justement avec la FUB? C'est lancer un appel à projet pour aider les collectivités exemplaires de créer des territoires pilotes. D'accord. Donc pilote, c'est d'avoir des infrastructures cyclables, mais aussi du stationnement vélo, parce que 92% des répondants à notre enquête considèrent qu'ils ont peur pour le vol des vélos, et uniquement 20% considèrent qu'ils peuvent se garer dans les gares SNCF, alors que c'est la solution train plus vélo qui sera l'alternative à l'autosolisme sur les distances au-delà de 5 km. D'accord. Dernière chose, c'est sur la bienveillance. 8% uniquement s'estiment respectés par les automobilistes, 90% constatent des automobilistes garés sur les infrastructures, et donc il faut agir dessus avec l'éducation et la verbalisation. Pour conclure finalement ce qu'on demande, c'est un vrai plan vélo qui soit assumé, il faut expliquer aux Français pourquoi on le fait, oui, qui soit sincère et financé avec notamment un fonds vélo de 200 millions d'euros par an qui va permettre d'accompagner les collectivités, d'accompagner la SNCF sur le stationnement, etc. Merci beaucoup Olivier Schneider de la FUB. Merci à vous. On peut poser le micro, allez-y. Alors parmi toutes les questions que vous posez cet après-midi et sur le mur des SMS que je reçois, alors une, c'est on a beaucoup critiqué la voiture ces dernières années dans son rapport à l'écologie, mais entre les voitures plus propres, les logiques de partage et le véhicule autonome, est-ce que l'alternative à la voiture, finalement, ce n'est pas au fond la voiture? Patrick Oliva, vous voulez venir répondre à la question? Oui, j'ai une patate chaude, en fait, il fallait que je vous la donne. Patrick Oliva là-dessus. L'alternative à la voiture, est-ce la voiture? Écoutez, je crois que dans une immense majorité des territoires, la voiture reste un élément absolument essentiel de déplacement, dès qu'on n'est pas dans une grande ville, donc il faut absolument garder cet usage-là. Ce qui est essentiel en revanche, c'est d'avoir la capacité à ce que ce parc soit réduit, puisque ce qui est gênant, ça. Deuxièmement, que nous puissions effectivement le rendre propre, et le passage à l'électricité est un élément extrêmement important, même s'il n'est absolument pas le seul, j'insiste sur cette notion de neutralité technologique, mais la voiture va rester effectivement un élément important, ne serait-ce que pour les familles. En revanche, il faut le concevoir comme un élément d'une chaîne. C'est vrai que vous savez bien que la propriété des véhicules tente effectivement à s'amoindrir, en particulier dans les villes. Donc de ce point de vue, il y a des différences de comportement, mais ça reste un objet de passion, ça reste un objet de vie familiale, etc. Donc il n'est pas question, effectivement. En revanche, on voit bien que la multimodalité devient la norme, que ça présente énormément d'avantages, énormément de souplesse, dès lors que chacun des maillons effectivement de la chaîne est fiable et suffisamment souple. Puisque finalement, le grand apanage de la voiture, ça a été sa souplesse, comme le vélo ou la marche d'ailleurs. Mais il est bien évident que la voiture fait partie du paysage. Mais entre les voitures, les camionnettes, etc., imaginons demain, notamment avec les éléments digitaux et les capacités de véhicules autonomes, avoir tout un continuum en définitive de véhicules nouveaux qui peuvent apparaître. On parle beaucoup de navettes autonomes dans les villes, etc. Je crois que nous allons les voir venir.
ils sont les bienvenus et ils vont nous permettre, des études intéressantes ont été faites en Finlande, au Portugal, etc., qui montrent qu'avec une utilisation extrêmement pertinente, intelligente de quelques véhicules, 10 fois moins qu'aujourd'hui, on arrive à couvrir très très bien les populations, les besoins des populations. Et en monde rural, sachons effectivement utiliser un parc dans les meilleures conditions. Et là, le contexte législatif, les organisatrices de mobilité peuvent jouer un rôle tout à fait central dans ce domaine-là. Et je crois qu'effectivement, en réponse à cette question, oui, il y aura de la voiture demain, mais l'avenir, c'est la multimodalité. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir joué le jeu, messieurs, pour répondre à ces questions. Vous avez fait référence, évidemment, les nouvelles technologies ont fait une entrée fracassante dans le monde de la mobilité depuis quelques années. Je voudrais qu'on aille sur notre atelier ensemble et découvrir un peu ce qui s'est dit dans ces travaux. On va parler de mobilité connectée et vous invite à mes côtés Bertrand Pancher, s'il vous plaît, qui vient en parler et rapporter les ateliers. Bertrand Pancher. Bonjour Bertrand. Bertrand Pancher, vous êtes député de la Meuse, vous êtes membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Vous avez présidé cet atelier dédié à une mobilité plus connectée. Comment est-ce que le numérique dont on parle bouleverse les conditions de la mobilité? Alors, les mobilités connectées, c'est une vraie révolution qui arrive. Mais une vraie révolution. Moi, je suis spécialisé ces dernières années sur les questions de transport.